Bienvenue tout le monde au Mardi scientifique. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Dr. Marianne Genet, qui a une expérience en hospitalisation à domicile, un sujet de grand intérêt pour la psychiatrie au Québec. Sur ça, je vais passer la parole à Dr. Genet, qui va nous parler de l'hospitalisation à domicile en psychiatrie. Donc, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité là, pour la présentation d'aujourd'hui. C'est un sujet que je trouve absolument passionnant, puis pour lequel j'ai eu un coup de cœur quand j'étais résidente. Puis j'ai fini en 2014, puis après ça, j'ai travaillé à Québec dans une équipe d'hospitalisation à domicile. Fait que ça me fait vraiment super plaisir de venir vous parler de cette expérience-là aujourd'hui. C'est d'autant plus d'actualité que actuellement, probablement plusieurs d'entre vous êtes au courant, mais donc l'UPAM finance actuellement 6 équipes d'hospitalisation à domicile dans différents CIUS, dont au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, où est-ce que je suis actuellement psychiatre et donc responsable de l'ouverture de l'équipe d'hospitalisation à domicile dans ce CIUS-là. L'idée de l'IPAM, en fait, c'est de mettre en place ces 6 équipes-là pour un peu mettre en place, disons, un peu comme sur le même principe que pour les équipes CIM, là, qui est vraiment un cadre de référence, qui est des formations, qui a une communauté de pratique, etc., puis qu'il y ait comme des équipes d'hospitalisation à domicile éventuellement dans tout le Québec, puis que ces équipes-là fonctionnent selon un modèle cohérent les unes aux autres. Puis le cadre de référence, en fait, a été beaucoup basé et rédigé par mes collègues de l'équipe d'hospitalisation à domicile à Québec et par moi. Fait que, finalement, c'est un peu aller, plutôt que ce soit une initiative gouvernementale puis que ça descende vers le bas, ben, c'est un peu parti de Québec ce qui a intéressé le gouvernement. Puis là, ben, on essaie de déployer ça un petit peu de façon plus large. Fait que voilà, fait que c'est d'autant plus d'actualité que c'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui au Québec. Voilà, moi, j'ai en fait eu un coup de cœur pour l'équipe d'hospitalisation à domicile, justement, quand j'étais à R5. Puis j'avais fait un stage avec l'équipe là-bas qui était déjà en place depuis 3 ou 4 ans. Puis ensuite, j'ai pris un poste dans cette équipe-là, puis j'ai été responsable de l'équipe d'hospitalisation à domicile, donc jusqu'en 2021 quand je suis venue à Montréal. Puis on est parti avec une seule équipe là-bas, puis lorsque je suis partie, on en avait quand même 3, fait qu'on a grossi pas mal là-bas. Puis, on vient de commencer cette semaine à prendre nos premiers patients hier là, avec l'équipe d'hospitalisation à domicile du CIUS Centre-Sud. Fait que c'est super excitant. Peut-être juste pour se réchauffer, les réponses me semblent évidentes, puis on est par Zoom, fait que je ne vous ferai pas répondre, mais peut-être répondez dans votre tête à ces 2 questions. Si je vous posais la question, ben, si vous deviez être hospitalisé en psychiatrie, où est-ce que vous souhaiteriez l'être? Et parmi vos patients, ben, combien ont vraiment des bonnes choses à dire sur leur hospitalisation? Je pense que ça répond un peu de soi-même. J'ai pour ma part, rencontré quand même très peu de patients qui ont des bonnes choses à dire sur l'hôpital psychiatrique et moi-même, je n'ai pas particulièrement envie de m'y retrouver. Pourquoi l'hospitalisation à domicile? Pourquoi ça a du sens? Pourquoi c'est un truc qui me passionne autant puis qui passionne les gens avec qui j'ai travaillé au fil des années là-dedans? Je pense pour le patient, en fait, les 2 principaux concepts que j'ai pu ressortir, c'est que pour le patient, une expérience avec une équipe d'hospitalisation à domicile, ben, c'est très normalisant. Fait que là, tout à coup, on n'est pas du tout dans le stigmate de la jaquette d'hôpital puis de l'asile psychiatrique. C'est aussi une expérience de soins qui permet de transformer la relation avec le système. Je parle de ça, le meilleur exemple que je puisse donner, bon, c'est un exemple un peu simple, mais je pense qu'il illustre bien. J'avais un patient qui venait tout juste de trouver un logement, puis qu'on traitait avec l'équipe d'hospice à domicile de Québec pour une schizophrénie, puis j'allais le visiter à domicile avec l'équipe. C'était la première fois qu'il recevait les gens de l'équipe dans son domicile. Fait qu'évidemment, ben, il avait tout passé le balai, puis c'était tout propre, puis il était très, très fier de son logement. Fait qu'en arrivant, ben, j'ai enlevé mes chaussures parce que je venais juste de passer le balai, ça m'apparaissait tout à fait normal d'enlever mes chaussures en arrivant chez lui. Puis le patient, je pense qu'il n'en est pas revenu pendant 10 minutes. Il disait oh mon Dieu, le psychiatre est en pied de bas chez nous, le psychiatre est en pied de bas chez nous, c'est extraordinaire. Fait que on dirait que tout à coup, pour quelque chose d'aussi simple que d'avoir enlevé mes chaussures pour être assis sur son sofa, ben ça me rendait un peu différente. La distance entre, mettons, médecin-patient était tout à coup moindre. On était tout à coup plus dans un contexte plus normal, puis la relation était plus égalitaire. Fait que c'est vraiment un contexte qui favorise ce genre de relation-là.
Pour le personnel, pour les gens qui travaillent au sein d'équipes comme ça, ben, ça favorise l'horizontalité, c'est-à-dire que dans des équipes comme ça, les psychiatres doivent beaucoup compter sur la contribution des infirmiers, des travailleurs sociaux pour vraiment pousser leur rôle professionnel au maximum. Fait que ça permet aux gens qui travaillent dans ce genre d'équipe-là d'avoir beaucoup d'autonomie, puis aussi d'exercer vraiment leur profession dans son plein potentiel. Et c'est aussi des équipes dans lesquelles il y a une grande place pour la créativité parce qu'on est à l'extérieur des murs de l'hôpital. Il y a quelques règles qu'il faut respecter, mais pas grand-chose. Fait que ça nous permet vraiment d'être très créatifs dans les plans de traitement. Fait que c'est vraiment super agréable. Fait que j'avais juste sorti quelques petits objectifs pour la présentation, mais je vais vous présenter un petit peu les caractéristiques de l'équipe, comment c'était monté. Je vous parle principalement de l'équipe de Québec, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, le cadre de référence qui est en cours d'élaboration par l'UPAM et les équipes qui sont implantées ailleurs au Québec sont essentiellement copiés-collés de ce que je vous présente, avec peut-être des petites nuances locales. On va regarder aussi, ou en tout cas, j'aimerais que vous puissiez avoir une idée du genre de situation clinique qu'on peut prendre en charge dans ce genre d'équipe-là. Je vais vous parler juste un peu de la littérature autour là, des équipes d'hospice à domicile, ce qui existe, puis aussi peut-être les limites, défis, vers quoi on s'en va aussi dans les prochaines années au fur et à mesure qu'on continue de développer ce modèle de soins-là. Donc, voyez ça un petit peu le plan de la présentation. On va regarder l'historique, la population, la trajectoire de service, épisode de soins, fonctionnement de l'équipe, efficacité, quelques cas cliniques. J'en profite, je ne l'ai pas mentionné au début, mais si jamais vous avez des questions ou des choses comme ça, peut-être n'hésitez pas soit à lever la main ou sinon peut-être les écrire dans le chat, puis j'essaierai de répondre au fur et à mesure. Donc, juste un historique rapidement sur d'où c'est parti l'idée d'une équipe d'hospitalisation à domicile. C'est pas une invention là, de Québec. Il y a des pays qui ont mis ça en place bien avant nous. Fait que le modèle, ou ce qui est le mieux décrit dans la littérature, c'est les Crisis Resolution Home Treatment Teams qui fonctionnent en Angleterre. Donc, c'est des équipes qui ne sont pas exactement comme celles qu'on propose ici, mais quand même qui y ressemblent. Donc, des équipes qui sont 24/7, qui doivent répondre rapidement aux demandes de référence et qui ont vraiment un rôle de gatekeeper. Je n'ai pas vraiment trouvé de bonne traduction, mais en fait, l'idée, c'est de vraiment que ces équipes-là évaluent tous les patients pour lesquels une admission est considérée. Donc, ce n'est pas c'est pas une solution à défaut d'être hospitalisé, c'est vraiment, on regarde si d'abord l'hospice à domicile est possible, donc le CRHT, puis ensuite, si c'est pas possible, on va vers une admission régulière. C'est des équipes qui ont le mandat, si possible, d'écourter les hospitalisations puis d'assurer ensuite le relais. Je l'ai décrit un petit peu en expliquant le principe du gatekeeping, mais l'implantation d'une équipe d'hospitalisation à domicile, ça implique quand même un changement de culture je dirais, un peu plus large que juste de mettre une équipe supplémentaire. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, vraiment considérer l'hospitalisation à domicile comme étant la première option pour un patient qui requiert une hospitalisation et non pas une option à défaut. Donc, on donne des fois l'exemple de, on a souvent des références du genre, je voulais l'hospitaliser, mais là, il ne veut vraiment pas, j'ai rien pour le mettre en garde, peux-tu le voir? La logique n'est pas mauvaise, parfait, oui, bien sûr, on va le voir, mais une logique inverse où, je pense que ce patient-là a besoin de soins aigus, qui est ce qu'on veut dire par admission. Donc, je pense que ce patient-là a besoin de soins aigus. Il n'a pas besoin d'être dans 4 murs de l'hôpital parce qu'il n'est pas dangereux. Donc, il n'y a pas d'admission intra-hospitalière considérée. On va directement vers l'hospitalisation à domicile. Et si l'hospitalisation à domicile ne fonctionne pas ou vraiment il y a de la dangerosité, bien là, on passe vers l'admission régulière. Fait que ça a l'air un peu simple de le voir comme ça, mais je pense que c'est important de le considérer dans cette optique-là pour un peu transformer nos réflexes qui sont très intra-hospitaliers, comme d'ailleurs la formation des résidents et tout ça. Les principes directeurs, ce n'est pas des principes qui sont propres exclusivement à l'hospitalisation à domicile. Là, s'il y a des gens parmi vous qui font du CIM, des soins ambulatoires, vous allez quand même reconnaître certaines des caractéristiques. Je vous les nomme quand même. L'idée de travailler à domicile permet vraiment d'agir sur les déterminants sociaux de la santé. Fait qu'on le sait tous, les maladies psychiatriques chroniques leur évolution est grandement influencée par ce qui se passe autour de la personne, l'environnement, puis
si on est dans le milieu, c'est évident qu'on va avoir une bien meilleure lecture de la situation que lorsqu'on est en milieu intra-hospitalier. Ça favorise le développement du pouvoir d'agir puisque la personne peut être beaucoup plus en contrôle de ses soins et des services reçus lorsqu'elle est chez elle et reçoit des soignants chez elle plutôt que d'être dans le milieu des soignants et un peu soumise au règlement du milieu. On pense que c'est beaucoup plus efficace en termes de prévention des rechutes et des crises futures, puisque étant dans le milieu de la personne, bien, tout ce qui est reconnaissance des symptômes précurseurs, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans le milieu pour éviter une crise ou éviter une escalade, bien, ça peut être travaillé directement in vivo. Ça permet aussi de soutenir et outiller les proches beaucoup mieux qu'en intra-hospitalier par la fréquence des contacts. Donc, si les gens vivent avec un proche, où il y a des voisins, où il y a des colocs, où il y a un employeur, où il y a des parents qui sont dans le décor, bien, d'abord, ils peuvent être directement impliqués dans le traitement, mais aussi ils vont voir les infirmiers interagir avec la personne. Donc, il va y avoir un peu de modeling qui va se faire. Puis les rencontres avec les proches sont beaucoup plus fréquentes de par la proximité. Évidemment, c'est un modèle qui suscite l'adhésion aux soins et services. C'est beaucoup plus facile à vendre une hospitalisation à domicile aux patients qui sont un peu réfractaires ou réticents qu'une hospitalisation en milieu régulier. Je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de permettre à chacun des professionnels de pousser son rôle au maximum. Donc, ça mise vraiment sur le croisement des savoirs et, bien évidemment, l'idée, c'est d'offrir des services qui sont basés sur les meilleures pratiques. Donc, comment ça fonctionne, l'équipe d'hospitalisation à domicile? La population qui est visée ou on va dire les critères d'inclusion, l'idée, c'est pas d'être sélectif ou de rendre le principe compliqué ou pas le principe, mais les références compliquées. Là. Autrement dit, c'est que le processus de référence soit assez fluide puis qu'on puisse avoir une bonne réactivité. Donc, sont admissibles toute personne qui présente des troubles psychotiques de l'humeur ou anxieux et dont l'état est suffisamment instable pour justifier une hospitalisation. Pas plus compliqué que ça. L'idée de mettre des personnes qui présentent des troubles psychotiques de l'humeur ou anxieux, c'est vraiment d'aller pour une hospitalisation à domicile pour des patients qui présentent quand même un trouble psychiatrique. Donc, on ne veut pas se transformer en équipe de crise psychosociale. Il y a d'autres équipes qui sont destinées à ce genre de choses-là. Et dans l'IPAM, le financement pour les équipes d'hospitalisation à domicile vient avec d'autres équipes aussi, dont une équipe ESIRC qui est donc faite pour plus les crises psychosociales. Fait que dans l'hospital à domicile, on est vraiment dans la crise psychiatrique. Puis vous allez voir tout à l'heure, parce qu'il y a quand même beaucoup de professionnels qui sont dégagés pour ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de miser sur cette clientèle-là. Puis, on veut qu'il y ait un requis d'hospitalisation. Donc, critères d'accès, il faut que les gens soient sur le territoire. Il faut quand même qu'il y ait un milieu de vie. Donc, je le précise, des fois, on pense que l'hospital à domicile va être une des réponses à l'engorgement de nos urgences et de nos unités d'hospitalisation. Je pense que ça peut être une parmi les solutions possibles, mais évidemment, pour tous les patients qui sont NSA en attente de relocalisation, l'hospitalisation à domicile, c'est pas. S'il n'y a pas de domicile, il ne peut pas y avoir d'hospitalisation à domicile. Il peut arriver qu'on suit des patients qui sont en situation, on va dire, de crise, puis en situation, on va dire, d'itinérance temporaire. Par exemple, quelqu'un qui vivrait temporairement dans un centre de crise pourrait peut-être être admissible. Puis là, dépendamment des CIUS, ben là, il y a plus ou moins de services pour la clientèle en situation d'itinérance, mais ce n'est pas la clientèle qui est visée puisque des équipes destinées au suivi des personnes en situation d'itinérance doivent être déployées plus spécifiquement pour ça. Il faut un minimum de collaboration, évidemment, là, minimum ouvrir la porte puis être d'accord pour qu'il y ait des intervenants qui viennent à la maison. Pour le reste, ça peut se négocier plus tard. Les deux choses que j'ai mis comme critères d'exclusion, ça paraît assez évident, là, le risque suicidaire ou hétéro-agressif trop important. Ce qui est peut-être intéressant de dire, c'est que c'est assez flou parce que ça pourrait dépendre d'un clinicien à l'autre, mais c'est souvent les personnes de l'équipe de l'hospital à domicile qui vont être les mieux placées pour évaluer quel risque on peut tolérer parce que avec l'intensité dont je vais vous parler tout à l'heure, on est capable de tolérer beaucoup plus que ce qu'on pourrait anticiper. Donc, mon expérience avec l'équipe d'hospital à domicile, c'est que, mettons que je recule d'il y a 10 ans, quand on a commencé à Québec, le problème, c'était surtout des sous-références où les gens vraiment sous-estimaient ce qu'on était capable de faire à l'extérieur, puis nous référaient des cas finalement un peu trop soft pour l'intensité requise. Fait que vraiment, le risque suicidaire ou hétéro-agressif souvent va être on va avoir tendance à dire à nos référents,
au moins référez-le nous, on va aller l'évaluer puis on va se faire une idée nous-mêmes de si c'est possible ou pas de le prendre parce que des fois, on peut faire un peu plus que ce qu'on pense. L'autre chose, c'est que j'ai mis présence de problèmes entravant le potentiel de collaboration, mais je fais en fait ici référence vraiment à des troubles cognitifs qui seraient trop importants. J'ai déjà, par exemple, encore hier, on a évalué une patiente le matin, puis elle ne se souvenait pas de nous avoir vus l'après-midi. Ça n'a pas de sens. On est dans des troubles cognitifs, on ne peut pas organiser un suivi à domicile dans cette circonstance-là. Les gens qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme sévère, qui sont plutôt dans le continuum de service du CRDI, qu'on ne prendra pas. Puis j'ai mis aussi, où on a mis aussi en critère d'exclusion les troubles de personnalité ou les troubles d'usage de substances au premier plan. Évidemment, ce n'est pas des diagnostics d'exclusion puisque beaucoup des patients avec une maladie psychiatrique ont ces comorbidités-là. L'idée, c'est juste de ne pas s'embarquer dans un suivi, par exemple, pour, je vais dire, une patiente qui serait avec un trouble de personnalité limite, connu, pas d'autres vraiment comorbidités, avec des acting out récurrents, bien, c'est sûr que d'envoyer une équipe d'hospitalisation à domicile avec des infirmiers qui changent à tous les jours, des visites 2 fois par jour, puis un contexte très enveloppant, ne sera absolument pas thérapeutique. Puis ça m'est arrivé de prendre en charge des patients qui, je croyais, souffraient d'un trouble dépressif, puis qui finalement se détériorent avec le suivi parce qu'on est vraiment dans des enjeux relationnels. Bon, ça arrive, on se trompe, on recule, on met fin au suivi, on réoriente ailleurs, mais quand c'est vraiment une problématique de trouble de personnalité au premier plan, c'est plus ou moins efficace. Puis je fais un petit saut avec la littérature quand même en Grande-Bretagne qui documente un peu la même chose où il y a où vraiment les CRHT dont je parlais tout à l'heure finissent par conclure eux aussi que c'est pas très thérapeutique pour ce genre de clientèle-là. Par rapport aux troubles d'usage de substances, bien évidemment, lorsque c'est comorbide avec une pathologie psychiatrique, pas de problème. Lorsqu'on est vraiment dans la toxicomanie, on va dire plus simple, puis qu'il y a un passage à l'urgence, par exemple, pour une intoxication aiguë qui s'est résolue en 2 ou 3 jours, puis qu'on n'a pas de suspicion de troubles psychiatriques comorbides, là, on va être vraiment plus dans les services continuum, CRDM, toxicomanie, tout ça. Fait qu'on on essaye, on préfère, ou en tout cas, ce n'est pas nécessairement notre clientèle cible, même si, encore une fois, des fois, on se trompe, puis finalement, on se rend compte que c'est ce qui est au premier plan, puis c'est pas plus grave. Donc, l'idée, en fait, où se positionne, je voulais vous parler un petit peu de la trajectoire de service, donc où se positionne l'hospitalisation à domicile que j'ai passé ici au centre, là, avec le reste. Fait que l'idée, c'est que les patients vont être référés idéalement, même en amont de l'urgence, donc par exemple directement des organismes communautaires ou ici, aussi au Centre-Sud, on est en train d'établir un partenariat avec UPSJ. Donc, est-ce que lorsque les gens sont évalués par UPSJ, qui voient donc les patients à la demande des policiers, puis ils sont sur le bord d'aller à l'hôpital, ils ne sont pas sûrs, etc. Est-ce qu'on peut les prendre directement plutôt qu'ils soient envoyés à l'hôpital? Est-ce qu'on peut les prendre directement avec eux? Ça, c'est la trajectoire idéale puisqu'à ce moment-là, on passe complètement à côté de l'urgence. Sinon, les patients peuvent être aussi référés directement de l'urgence ou encore, ils ont un suivi en clinique externe déjà avec un psychiatre et ils sont référés parce que le psychiatre dit, ben là, mon patient va trop mal, je vais l'envoyer à l'urgence de toute façon. Est-ce qu'on peut le référer à l'hospitalisation à domicile? Ou il pourrait provenir des unités de soins. Je dirais que ça, c'est comme la dernière priorité, on va dire. L'idée étant de favoriser des références qui proviennent des organismes communautaires en premier, ou sinon de la clinique externe, puisqu'on bypasse complètement l'urgence, ou en troisième choix, l'urgence, ou encore ensuite en post-hospice. Je ne sais pas si vous voyez un peu la logique. L'idée, c'est d'essayer parce qu'évidemment, il y a un nombre de places limité, puis c'est évidemment tout le temps plein. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'aller le plus possible en amont, puis de prioriser ces références-là. Puis, en dernier lieu, lorsqu'on peut, puis lorsqu'on a de la place, on va prendre des références des unités de soins. Par rapport aux références d'unités de soins, l'idée, ce n'est pas de devenir un genre de filet de sécurité post-hospice en attendant que quelqu'un d'une autre équipe s'implique. Il doit y avoir un requis quand même encore d'hospitalisation. Donc, on veut vraiment écourter une hospitalisation. Puis la façon dont on a trouvé au fil des années, la meilleure façon de le formuler, c'était on demandait pour que la référence soit admissible, à ce que les gens soient admis depuis moins de 7 jours. Donc, ça nous permettait quand même d'aller chercher des patients qui sont encore en soins actifs, aigus, puis pour lesquels on permet vraiment d'écourter une hospitalisation puis qu'on ne devient pas un filet de sécurité.
En post-hospitalisation à domicile, bien là, c'est un peu tout le continuum des soins qu'on connaît déjà. Donc, ça peut retourner vers la communauté ou des services de première ligne ou des services spécialisés, les cliniques externes. Et un outcome possible de l'hospitalisation à domicile, c'est bien sûr un retour aux urgences, mais je vous dirais que ça arrive très, très peu fréquemment c'est ce qui se produit, mais il peut y arriver des situations où la désorganisation est trop importante, où on n'a plus de collaboration, où il y a de la dangerosité ou peu importe, mais où là, on finit par aller vers un passage aux urgences qui peut aboutir sur une hospitalisation, mais qui pourrait être aussi un bref passage aux urgences et un retour vers l'équipe d'hospitalisation à domicile lorsque la situation est un peu plus favorable. Donc, à quoi ressemble un épisode de soins? Je vous ai mis ici le petit un peu continuum de la réception de la référence jusqu'à la fin. Puis, je vais passer ces sections-là une par une juste pour vous donner un peu une idée de la mécanique là, derrière l'hospitalisation à domicile. Donc, la réception de la référence se fait par une intervenante de liaison qui est toujours disponible, qui reçoit toutes les références pour l'hospital à domicile. La provenance des références, je vous en ai parlé tout à l'heure avec mon petit schéma. Cette intervenante-là va voir l'admissibilité de la personne et va prioriser en fonction de est-ce que ça vient de la clinique externe, de la communauté ou est-ce que ça vient de l'urgence, lequel on fait en premier, etc. Et ensuite va contacter le psychiatre et l'infirmier de l'équipe pour prévoir le moment d'évaluation. Puis, on souhaite que le délai de réponse soit dans les 24 heures de la référence. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, hier matin, début des services ici à Notre-Dame, mais on a eu une référence le dimanche. Donc, de l'équipe de garde qui souhaitait qu'on évalue un patient. Donc, on a regardé, l'intervenante de liaison a regardé le dossier le matin à 9 h. On a vu le patient à 10 h, puis à midi, il était parti de l'hôpital. Fait qu'on souhaite vraiment qu'il y ait un maximum 24 heures entre le moment où on reçoit la référence et la prise en charge. Ensuite, évaluation initiale qu'on fait, en tout cas au moins au début des équipes, vraiment toujours avec un peu le trio médecin, infirmier, travailleur social. Ça permet aux patients d'abord de ne pas se répéter, mais aussi d'évaluer comme toutes les sphères qui vont être nécessaires d'évaluer parce que, évidemment, l'implication d'un travailleur social est toujours pertinente puisque de toute façon, on va être dans le milieu de la personne. Puis il y a beaucoup de considérations à prendre, à réfléchir. Par exemple, là, on ressort tout de suite qui va payer la médication, comment ça va fonctionner, est-ce qu'il y a de la bouffe dans le frigo, est-ce qu'on a des clés, est-ce que le propriétaire est au courant, un peu tous les aspects, mais qui doivent être traités assez rapidement puisqu'on retourne dans le milieu. Et les infirmiers vont être là puisque c'est eux qui assurent, je dirais, le plus gros du suivi. C'est eux qui vont aller voir les patients à tous les jours, qui vont être porteurs du plan de match. Donc, d'avoir un infirmier au moment de l'évaluation, c'est extrêmement payant. La personne, ensuite, une fois évaluée, va être accompagnée à domicile par l'équipe, soit elle est évaluée directement à domicile ou sinon, si c'était à l'urgence ou en clinique externe ou dans un bureau d'un organisme, on va la raccompagner à domicile. Donc, ça nous permet déjà un premier contact avec la personne, une première évaluation du milieu de vie, de chez elle, de s'il y a un père, une mère, quelqu'un dans un coloc dans l'appartement, ça nous permet de rencontrer cette personne-là, de voir comment on fait pour rentrer dans l'appartement, ce genre de choses-là. Et ensuite, on va amorcer le suivi. Donc, le suivi va être d'une durée de 6 à 8 semaines. La durée moyenne on va dire, la DMS de l'hospitalisation à domicile à Québec était à 8 semaines là, dans les dernières années. L'intensité des visites, on va commencer avec 2 à 3 visites par jour et on va être assez insistant au début pour vraiment au minimum voir les gens 2 fois par jour. L'idée étant d'avoir beaucoup d'examens mentaux sérieux pour avoir une idée de est-ce que le patient il est bien, il n'est pas bien le matin, le soir, etc. Puis aussi d'établir un lien puis de pouvoir comme régler plusieurs problèmes assez rapidement, ce qui favorise aussi la collaboration. Et progressivement, au fur et à mesure du suivi, on va comme désintensifier les visites en fonction de l'évolution de la situation, puis aussi en fonction de qui va prendre le relais. Donc, c'est sûr qu'un patient qui va être référé au CIM après l'hospitalisation à domicile, peut-être qu'on va continuer à le voir à tous les jours jusqu'à la prise en charge CIM, mais un patient qui, par exemple, retournerait vers un suivi en clinique externe avec son psychiatre et une infirmière, par exemple, de temps en temps, là, on va essayer de viser à le voir au maximum 2 fois par semaine à la fin du suivi pour être un petit peu plus proche de ce qui va bénéficier après. Il y a beaucoup d'outils de suivi qui sont, comme c'est une équipe, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de visites, donc beaucoup de transmission d'informations entre les intervenants. Il y a tout un, je vais dire,
toutes sortes d'outils cliniques qu'on a développés avec les années, mais dont un plan de cheminement clinique systématisé et des outils pour les visites et tout ça, qui ont été, on va dire, un petit peu plus officialisés par l'UQAM et maintenant déployés dans les autres sites où on fait de l'hospitalisation à domicile. Donc ici, au CIUS Centre-Sud à Montréal, ben là, on utilise les mêmes outils qu'on utilisait à Québec dans les dernières années. Fait que l'idée étant de permettre une bonne communication entre les intervenants, puis que le plan de match avance assez rapidement pour ne pas prolonger les durées je veux dire, de séjour, mais qui sont plutôt de service dans les circonstances. Pour la fin de suivi, ben, un des aspects qui est très important, ça va être, on va déterminer d'abord le moment de la fin va être un état mental qui est suffisamment stabilisé pour que l'intensité de soins de l'hospitalisation à domicile ne soit plus requise. Fait que l'idée, ce n'est pas nécessairement d'avoir un patient complètement impeccable, asymptomatique, que tout est réglé. L'idée, c'est d'avoir une personne qui est suffisamment bien pour continuer la suite des soins avec son équipe traitante ou avec la nouvelle équipe traitante. Donc, encore là, si c'est un CIM qui prend en charge le patient après, ben, l'état mental va peut-être être un peu moins stable quand on termine l'hospitalisation à domicile que si la personne s'en va en clinique externe, par exemple. Donc, on va essayer d'ajuster ça et on fait vraiment un transfert. Donc, on prend le temps de faire un transfert personnalisé à la fin de l'hôpital pour aller transmettre, ce qui va impliquer qu'un infirmier et ou un travailleur social de l'équipe va être présent au rendez-vous de fin de suivi avec le médecin qui prend la relève pour comme bien transmettre les informations de l'épisode. Donc, ça va être un peu une feuille sommaire, mais personnalisée puis verbale. Donc, ça vous donne un peu une idée du parcours là, du patient. Maintenant, comment est organisée l'équipe pour arriver à donner ce genre de service-là? Fait qu'il va y avoir vraiment 2 équipes, donc une de jour, une de soir. La composition, ben, il y a donc 2 ICACI, un de jour, un de soir. On a au total 10 infirmiers. Ici, on a mis infirmiers cliniciens et infirmiers. C'est plutôt stratégique. Je dirais que c'est pas tant d'importance, sinon qu'on veut avoir. Le défi, c'est surtout de combler les postes actuellement. Fait qu'on ne s'est pas trop compliqué la vie avec trop de cliniciens ou moins de cliniciens. On veut des infirmiers qui sont motivés pour faire ça, puis on va les former aux besoins. 2 travailleurs sociaux, dont un des 2 assume le rôle de liaison, donc reçoit les références et effectue le tri de tout ça. À Québec, on avait un éducateur spécialisé. Ici, au CIUS Centre-Sud à Montréal, on a plutôt décidé d'avoir un père aidant, ce qui est un rôle un peu nouveau puisqu'il n'y en avait pas à Québec, dont on verra un peu les avantages dans les prochaines semaines. Et ensuite, il y a un chef de service, un agent administratif, un demi-temps psychiatre et aussi un demi-temps pharmacien. Je prends une minute pour le dire parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup défendu dans les dernières années et qu'on a réussi aussi à défendre au CIUS Centre-Sud en débutant l'équipe ici. Au même titre qu'on a des pharmaciens qui font de la consultation à l'étage, puis qui révisent les dossiers, puis qui font des suivis, ben, on dit que si on est une équipe d'hospitalisation, on devrait pouvoir donner les mêmes services. Donc, ça nous prend 0,5 pharmaciens. Fait qu'on a négocié avec l'équipe de pharmacie de l'hôpital pour avoir un demi-temps. J'ai mis un demi-temps pour Québec. Ici, on a plutôt négocié 0,3, là, équivalent de temps complet, pour avoir accès à un pharmacien dont le rôle n'est pas juste de faire de la révision de dossiers complexes, mais qui peut aussi accompagner l'équipe, par exemple, répondre aux questions des infirmiers, advenant des questions, par exemple, le patient a cessé sa clozapine ou ce matin, ça fait 4 jours finalement qu'il n'a pas pris sa médication, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour que ce ne soit pas nécessairement toujours le médecin qui répond à ces questions-là, mais aussi pour que le pharmacien puisse être disponible pour faire de l'évaluation avec les infirmiers. Donc, par exemple, un patient qui serait réticent à une certaine médication, qui voudrait plus d'explications de l'expert, ou un patient qui a beaucoup d'effets secondaires, puis qu'on veut que le pharmacien se fasse aussi une idée fasse une évaluation clinique de ça, puis nous donne des recommandations. Fait que l'idée, c'est vraiment que le pharmacien soit impliqué aussi dans les réunions, puis dans les évaluations avec les patients. Donc, toutes les personnes que je vous décris travaillent du lundi au dimanche de 8 heures et ils sont là jusqu'à 23 heures. Donc, il y a une équipe qui travaille de jour, donc qui travaille de 8 heures jusqu'à 16 heures et l'équipe de soir commence à 15 heures et finit à 23 heures. Donc, ça nous permet vraiment une bonne couverture et ça inclut donc, encore une fois, le samedi, le dimanche, les jours fériés. Donc, pas d'affaire pas de service la fin de semaine puis pas de service le soir. L'idée, c'est d'être très proche de l'intensité de l'équipe d'une hospitalisation.
On a eu beaucoup de discussions dans les dernières années à savoir est-ce qu'on devrait être 24/7 comme l'hôpital ou pas. J'ai jamais réussi à me convaincre que c'était nécessaire d'avoir une couverture, disons, infirmière, là, vraiment du CIUS de l'équipe, de dépasser 23h ou 23h30 jusqu'à 8h le matin. Puisque s'il y a des choses qui se passent en plein milieu de la nuit, souvent c'est parce que là, la désorganisation est trop importante, puis de toute façon, on était rendu à l'hôpital. Je dirais que on n'a jamais réussi à se convaincre que c'était pour peut-être la fois où c'est arrivé qu'on aurait eu besoin de quelqu'un la nuit. Ça ne nous est jamais paru suffisant comme argument pour justifier d'ouvrir des postes en ce sens-là. Fait que ce qu'on a plutôt fait, c'était négocier des ententes avec le centre de crise, ici à Montréal, le Transit, à Québec, c'était le centre de crise de Québec, pour qu'eux prennent nos appels, dans le fond, entre 23h et 8h. Puis on a vraiment une entente de service avec eux, à savoir qu'eux savent que nos clients peuvent les appeler, puis sont en train de travailler à comment eux documentent ça, mais pour qu'ils puissent aussi, eux, nous faire une transmission d'infos formelles le matin si jamais un de nos clients appelle, que nous, on ait vraiment la bonne info. Il y a des réunions donc 2 fois par jour. L'équipe du matin, quand ils arrivent à 8h, se font une petite réunion de qu'est-ce qui s'est passé la veille, comment on s'organise pour la journée. Et ensuite, à 15h, l'équipe de jour est encore là. L'équipe de soir arrive et donc de 15 à 16h, il y a une autre réunion qui permet la transmission d'informations entre les deux équipes. C'est aussi là où le médecin, en fait, comme médecin, on va être présent à toutes ces réunions-là. C'est là qu'on peut réévaluer un peu qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a besoin d'ajuster les PRN, la médication, est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on fait pour ce soir, finalement, il était très tachycarde ce matin, comment on ajuste. Donc, voilà, c'est entre 15 et 16 heures que beaucoup des décisions se prennent. Puis ensuite, à 16 heures, l'équipe de jour quitte et l'équipe de soir prend le relais jusqu'à 23 heures. J'essaie de le faire ressortir un peu, mais il y a vraiment un accent qui est mis sur l'interdisciplinarité pour vraiment avoir vraiment les opinions de tout le monde, les évaluations de tout le monde dans le suivi pour avoir comme la meilleure compréhension possible de la situation. Au total, la cohorte d'usagers qui va être en suivi, c'est une vingtaine avec ce genre de staff-là. Puis évidemment, sur les 20, il y en a toujours quelques-uns qui vont être en plus en fin de suivi et d'autres qui vont être en soins plus aigus. Donc, avec les 2 visites par jour au début, mais moins de visites à la fin, ça s'équilibre à peu près. Donc, pour vous donner une idée du roulement, en général, il va y avoir 3 à 4 admissions par semaine avec 3 à 4 départs par semaine. Puis, ça roule un peu comme ça de semaine en semaine. Évidemment, ce n'est pas toujours prévisible, puis des fois, c'est pas ça du tout, mais en moyenne, c'est ça à quoi ça ressemble. À quoi sert le psychiatre là-dedans? De façon intéressante, dans les peu de données qu'il y a dans la littérature sur les CRHT, c'est quand même, le psychiatre est quand même très utile parce que, en Grande-Bretagne, il comparait un peu des équipes où il n'y avait pas de psychiatre ou un psychiatre, puis la présence d'un psychiatre permet quand même de diminuer les admissions là, je pense que c'est 40%, mais c'est quand même pour vous montrer que je ne sais pas si on peut appliquer le chiffre de 40% ici au Québec avec un modèle qui est un peu différent, mais quand même, c'est assez significatif. Fait que je remets l'accent là-dessus, c'est qu'on n'est pas dans une équipe de suivi psychosocial, mais on est vraiment plus dans une équipe de suivi médical, un peu comme à l'hôpital. Et donc, ça prend un médecin qui est là et qui est présent pas mal tout le temps pour assurer cette partie-là des soins. Ce qui est important comme psychiatre dans ce genre d'équipe-là, ça va être évidemment très présent et disponible. Vous comprendrez qu'avec les 24 heures de délai pour les évaluations, ça fait un horaire qui est quand même assez imprévisible, je dirais, donc ça prend beaucoup de flexibilité, puis d'avoir une équipe en laquelle on est capable de faire confiance puisque ça va être vraiment nos yeux sur le terrain. Donc, mon expérience, ça a été que les infirmiers, généralement, qui choisissent de faire de travailler dans ce genre d'équipe-là sont souvent d'abord extrêmement débrouillards, extrêmement compétents et s'intéressent à développer leur capacité d'évaluation de l'état mental, puis pousser un peu cet acte-là, qui est quand même un acte réservé aux infirmiers. Donc, ça permet d'avoir, pour moi, en tout cas, les infirmiers avec qui j'ai travaillé, c'était comme si j'avais plein de mini-résidents dans mon équipe qui font toutes sortes de petites choses, puis que je pouvais un peu gérer ça en méta, on va dire, d'arriver à assurer le suivi de tous les patients avec une bonne intensité sans nécessairement, moi, avoir besoin de les voir tous les jours.
Comme psychiatre, on va quand même essayer de se déplacer à domicile le plus possible. Évidemment, ça prend beaucoup de temps. Donc, souvent, on va choisir les patients pour qui c'est plus crucial. Puis moi, je me fais un devoir d'aller les voir à domicile au moins 2 fois là, dans le suivi. Et en général, on va voir les patients environ 2 fois par semaine, plus si nécessaire, moins si moins nécessaire, mais ça se colle quand même assez à ce qui peut être fait quand on tourne, disons, 3 fois par semaine les étages. En termes d'efficacité, en fait, il n'y a pas de, malheureusement, dans les années au TBD, au TBD, c'est l'équipe de Québec, on n'a pas cumulé de données, puis le modèle a été changeant, les critères d'admission, on a expérimenté toutes sortes de choses sur admission, les durées, la composition de notre équipe, etc. Fait que le modèle a été assez en mouvance, je dirais, dans les 10 dernières années. C'est cristallisé plus dans les 2 ou 3 dernières années, on va dire. Donc, on n'a pas vraiment de données québécoises, on va dire, sur ça. C'est ce qui va être intéressant, je pense, avec le déploiement des équipes au Québec là, dans les prochaines années. Bien, là, je pense qu'on va pouvoir, puis évidemment, avec l'UPAM vient un financement, puis toute une reddition de compte avec des valeurs à suivre. Fait que je pense que probablement que dans quelques années, on va avoir des valeurs plus québécoises sur ça, puis qui sont collées plus à notre modèle. Mais quand même, par intérêt, ce qu'on a dans la littérature par rapport aux équipes d'hospitalisation à domicile, bien, ça concerne essentiellement les équipes de Crisis Resolution and Home Treatment Teams en Grande-Bretagne. Puis ces équipes-là sont un peu, je ne sais plus si je l'ai bien expliqué tout à l'heure, mais sont un peu différentes des nôtres en ce sens qu'elles ne sont pas exclusivement médicales. Donc, quand on lit un peu le genre de clientèle qu'ils prennent, etc., bien, c'est comme si le modèle était un peu plus hybride entre une équipe très médicale pour des troubles psychiatriques aigus et une équipe, disons, je pense à l'équipe résolution dans l'Est de l'île ou une équipe plus de résolution de crise, plus psychosociale. Donc voilà, fait que ces données-là s'appliquent à ce genre d'équipe-là qui est un peu différente, mais quand même, dans les équipes anglaises, la réduction du taux d'admission à 1 an, il rapportait entre 25 et 45 selon les études, puis une diminution de la durée moyenne de séjour de 6 jours. C'est quand même intéressant. Est-ce que ça s'applique exactement à notre réalité? Probablement pas, mais quand même, c'est intéressant de savoir que ça démontre une certaine efficacité qui est quantifiable. Ce qui est très, très marqué, évidemment, c'est l'augmentation de la satisfaction des usagers parce que, puis ce qui est nommé par les usagers comme étant ce qu'ils aiment le plus, bien, ça va être l'accessibilité, la rapidité de la réponse des intervenants, le fait que c'est disponible 24/7, dans notre cas, on va dire de 8 à 23, que malgré la maladie, les gens sont capables de maintenir leur fonctionnement et que l'expérience est normalisante. Donc, je regarde, il nous reste comme une vingtaine de minutes, fait que j'aurais le goût peut-être juste de vous parler de 2 ou 3 cas pour vous donner comme des cas typiques un peu d'hospice à domicile. Pour vous donner un petit peu une idée pour quel genre de patient ça peut être considéré. Donc, une des patientes qu'on a eues dans les dernières années, Mme Gauthier, qui était une dame qui, en fait, avait un trouble bipolaire bien connu, qui avait fait plusieurs épisodes dans le passé, qui était stabilisée avec de l'épival, du lithium et qui était enceinte. Donc, sa médication avait été revue par son psychiatre traitant. Puis c'était sa première grossesse, fait qu'on craignait évidemment une décompensation postpartum en se disant, ben là, bon, elle a plus son épival, il va y avoir aussi les hormones, il va y avoir, bon, en tout cas, je vous épargne tous les éléments plus physiopatho, là, mais donc voilà, fait qu'on avait, le psychiatre nous avait interpellé d'avance en disant, ben, je pense que cette dame-là, il va peut-être y avoir un épisode, on ne sait pas trop, pouvez-vous comme si jamais elle est décompensée, est-ce qu'on peut se faire un plan à l'effet que l'hospitalisation va être à domicile? Donc, on avait eu l'opportunité quand même de rencontrer la dame une fois avant son accouchement, puis un peu était d'accord pour cette option-là. La famille aussi était d'accord. Elle a effectivement fait une manie psychotique assez sévère en postpartum, avec beaucoup de désorganisation. Donc, elle dormait essentiellement pas. Elle était très, très accélérée. Elle faisait un peu n'importe quoi, toutes les tâches domestiques à la fois, mais de façon complètement désorganisée. Donc, ça a nécessité quand même que les infirmiers aillent la voir au moins 2 fois par jour, des fois 3. Ça a nécessité aussi l'administration de médications d'urgence comme d'Alolativan, ce qu'on donne à l'interne, mais
à domicile, avec des gens qui restaient sur place, qui attendaient de voir est-ce que l'agitation se diminue ou pas. Évidemment, cette dame-là n'était pas toute seule avec son bébé chez elle, ça n'aurait pas été possible, mais elle avait son conjoint qui était là, les belles-mères se relayaient aussi. Et donc, pour cette dame-là, ça a permis le fait de l'hospitaliser. Ça a pris quelques mois avant qu'on la stabilise quand même, mais pour cette dame-là, ça a été vraiment un genre de life changer pour elle parce que lorsqu'elle est un peu sortie de son état maniaque puis des éléments psychotiques se sont résorbés, ça y avait quand même permis d'avoir été à la maison avec son bébé toute cette période-là, d'avoir pu le prendre, d'avoir pu le bercer sous la supervision de son conjoint. Puis évidemment, elle n'avait pas pu tout faire, mais elle avait pu être là plutôt que d'être hospitalisée toute seule sur une unité où peut-être même elle n'aurait pas pu avoir la visite de son enfant. Donc ça a été un des cas où, évidemment, c'était extrêmement pertinent d'avoir une équipe comme la nôtre. Un autre cas qui me fait penser à plusieurs de ceux qu'on a eus, mais on a eu en fait beaucoup de jeunes dans ce genre de service-là qui étaient dans une première phase de maladie et qui étaient évidemment réticents à avoir des soins, réticents à la médication, très réticents à une hospitalisation évidemment, puis beaucoup à perdre dans ce genre d'épisode-là. Donc, les deux suivants que je vous présente, c'est un peu justement des jeunes en premier épisode. Laurent, qui était un jeune qui était parti dans l'Ouest, avait consommé toutes sortes de trucs là-bas en plantant des arbres et avait fait un épisode de manie. Puis c'est ses amis qui avaient appelé la mère pour que la mère qui demeurait à Québec vienne le chercher en Colombie-Britannique et ramène son garçon avec donc fort probablement un premier épisode de manie. Puis la mère l'a apporté à l'urgence parce que là, il était vraiment, il a fait un gros épisode dépressif après ça. Donc la mère l'a apporté à l'urgence parce que il faisait cette dépression-là. Donc ce patient-là nous a été référé de l'urgence avec des idées suicidaires qui étaient vraiment très importantes, très présentes le matin, où il ruminait, il y avait un examen mental de déprimé, donc très ralenti, pas de concentration, pas envie de faire rien, pas souriant, complètement éteint. Ni lui ni sa mère, d'ailleurs, ne souhaitaient une hospitalisation. Fait que le plan pour lui, ça a été de faire un genre de surveillance 24/7 parce que c'est pas le genre de patient que j'aurais pu laisser à la maison tout seul, même avec une équipe d'hospitalisation à domicile. Fait qu'à ce moment-là, la contribution de la mère a été super importante. C'était très clair qu'elle devait rester en tout temps avec son garçon. Le père était aussi, qui était le beau-père en fait, là, mais qui était éducateur. Lui, il faisait comme la nuit, s'assurait qu'il dorme pendant la nuit, puis ils se relayaient comme ça les deux. Évidemment, les parents étaient vraiment super présents, fait que ça permettait de gérer un risque qui était vraiment important. L'équipe, ce à quoi on servait, c'est que d'abord, on était toujours au bout du fil, mais on y allait 2 à 3 fois par jour. Puis là, des fois, ça permettait soit à la mère d'aller se reposer, ou sinon à la mère d'aller faire des commissions, ou sinon on sortait le jeune, puis on était plus dans l'activation comportementale. Fait que ça a permis de traiter cet épisode dépressif-là avec une super intensité, mais à partir de son domicile, puis ce qui était dans le respect de la famille, ou des soins de la famille, puis du jeune aussi. Émile, c'en est un parmi tant d'autres de premier épisode psychotique qui avait été hospitalisé après une évaluation par l'équipe de PEP, puis qui avait la certitude qu'il émettait une mauvaise odeur de son anus, donc il avait fait toutes sortes de trucs, là, se rentrer des gants, des antibiotiques, toutes sortes de gants, en tout cas pour essayer de faire disparaître ça, puis il y avait beaucoup de références, tout le monde le jugeait parce qu'il sentait pas bon. Fait qu'il avait été placé en garde préventive, mais un peu limite et hospitalisé sur l'unité PET, mais voulait quitter parce qu'il ne voyait absolument pas l'intérêt d'être là et surtout était très irrité du cadre hospitalier. Donc, l'équipe PET nous avait interpellés à ce moment-là avant qu'il quitte contre avis médical. C'était un rôle qui est souvent, en fait, assez payant, je dirais, quand les gens sont soit à l'urgence ou sont hospitalisés depuis quelques jours. Là, on arrive un peu... en fait, d'abord, les gens souvent veulent quitter l'hôpital, fait que de dire, on a une option pour vous, ça permet déjà un petit peu d'éteindre le feu en termes de collaboration. Puis, souvent, c'est que les gens veulent, c'est pas nécessairement qu'ils veulent pas d'aide, c'est juste qu'ils veulent pas être à l'hôpital. Fait qu'en proposant l'équipe d'hospitalisation à domicile, évidemment, la collaboration souvent est meilleure, d'autant plus que là, on débarque souvent dans les heures qui suivent, puis on dit, là,
parfait, tu veux t'en aller à l'hôpital, parfait, mais voici ce qu'on te propose, puis est-ce que tu serais d'accord, puis tout ça. Puis souvent, la perception des jeunes, ben, ça va être comme, ah, ben là, eux autres, au moins, eux autres, c'est à cause d'eux que je sors de l'hôpital. Il y a un genre de un peu ce lien-là qui peut se faire. Fait que ça permet déjà d'établir quand même un bon lien. Fait que souvent, pour ces jeunes-là, en épisode de première psychose, ben, c'était vraiment très payant. Évidemment, par exemple, avec Émile, ben, on a été beaucoup dans l'utilitaire au début, un peu comme on peut l'être aussi dans les équipes sim, mais de le lifter, d'aller faire sa brassée de lavage, de ci, de ça. Mais parce qu'on faisait ces choses-là, ben, il acceptait qu'on continue à le voir, il acceptait aussi qu'on continue à lui donner sa médication à tous les jours et ça permettait tranquillement pas vite ben, pour lui de ne pas être trop réfractaire aux soins puis de traiter tranquillement pas vite les symptômes psychotiques avant un retour vers la clinique PEP. Je vous en parle de deux autres. Donc, un qui nous était arrivé par son médecin de famille. Généralement, avec les années, je dirais, au départ, on prenait surtout des références directement comme de l'urgence ou des psychiatres en clinique externe. Je dirais qu'avec les années, à Québec, on avait développé certains partenariats avec quelques médecins de famille. On n'avait évidemment pas ouvert ça à large parce que là, on serait devenu débordé dans le temps de le dire, mais il y avait quelques médecins de famille qui étaient comme plus spécialisés santé mentale, avec qui on avait des bons liens, puis qui des fois nous référaient des patients, puis en échange, nous en prenaient. Donc, on avait développé certains partenariats et cette dame-là nous avait été référée par un de ces médecins-là. Elle n'aurait jamais accepté d'être même vue dans un hôpital psychiatrique puisqu'elle travaillait en fait à l'équivalent de l'OUIH à Québec, donc à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Elle travaillait comme agente administrative dans l'hôpital, donc refusait de se déplacer à l'hôpital et ne voulait certainement pas voir ni de médecin ni personne de l'hôpital. Fait que le fait qu'on puisse aller la voir à la maison, ben, ça permettait un traitement puis une évaluation. Et cette dame-là, en fait, lorsqu'on la voyait ailleurs que dans son domicile, il était impossible d'avoir accès à quelque élément psychotique que ce soit. Son médecin, en fait, nous la référait plutôt pour des éléments dépressifs, mais en fait, à la maison, elle avait toutes sortes de signes là, de gouttes d'eau qui tombaient dans sa fenêtre, puis de camions qui passaient, puis qui faisaient du bruit, puis qui la filmaient, puis auquel on n'aurait jamais eu accès si on n'était pas allé à la maison, mais c'est à la maison qu'on la voyait regarder, puis avec les stars, puis tout ça. Donc, c'est là qu'on avait pu se rendre compte qu'il y avait de la psychose là-dedans, fait que ça avait été vraiment payant de pouvoir y aller. Ça me fait associer aussi sur le dernier cas dont je vous parle, mais un peu le classique de M. Bigawet, qui est un monsieur plus âgé, mais qui se mettait à entendre du bruit de la part des voisins, qui n'avait pas d'antécédents psychiatriques et qui était probablement peut-être un trouble cognitif en installation, mais qui quand même, ou un trouble, en tout cas, qu'on allait appeler trouble délirant, mais qu'on se demandait s'il n'y avait peut-être pas aussi des troubles cognitifs en installation, mais qui criait dans son appartement parce qu'il entendait ses voisins menacer, parce que la voisine fait du bruit, parce que quand il se promène dans son appartement, l'autre en haut le suit. Fait que d'être directement, puis c'est le genre de monsieur que si on avait mis à l'hôpital, ben, il n'y a plus de voisins, il n'y a plus de problème. Fait qu'on met un peu de risperdal, merci, au revoir, mais quand les gens retournent à la maison, ben, c'est la même chose qui recommence. Fait que de pouvoir traiter ce genre de cas-là dans le domicile, ben, d'abord, ça nous a permis de voir que les murs étaient en carton. Là. Fait que peut-être de voir qu'il y avait une partie de tout ça qui n'était absolument pas de la psychose, mais aussi de le traiter dans son milieu, puis s'assurer que le traitement, puis ce qu'on a proposé comme mesure soit efficace dans le milieu et non pas puisque c'est dans le milieu que les symptômes sont présents. Donc, voilà, j'essaie de vous raconter ça un peu en crunch pour vous donner des exemples de cas où c'est particulièrement utile ou pertinent, mais j'en aurais plusieurs à raconter. Là. En moyenne, c'est à peu près 300 à 350 admissions là, par année qu'on faisait à Québec. Fait que c'était beaucoup de gens bénéficiaient de ce genre de service. Je termine avant de laisser quelques minutes pour les questions en termes de où est-ce qu'on s'en va. Pour les prochaines années. Je pense que dans les défis, ça va être vraiment de continuer à travailler le plus possible en amont de l'urgence. C'est sûr que là, ce qui est tentant, puis ça plaît aux administrateurs, c'est que les urgences sont débordées, les hôpitaux sont débordés, donc sortez des gens de l'hôpital, sortez des gens de l'urgence. Mais je pense que, en tout cas, j'ai dans la tête que ça peut aller quand même un peu plus loin si on est capable d'être encore plus proactif puis plus en amont. Le rôle de gatekeeping est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce que je pense que c'est un peu en transformant aussi
un peu le mindset par exemple, la formation des résidents ou la façon dont nous, on pratique. Plus on se pratique à pratiquer à l'extérieur, bien, plus ça devient évident, puis plus c'est possible de faire des choses. Donc, de voir l'hôpital à domicile non pas comme une option à défaut de l'hospitalisation régulière, mais plutôt comme la première option d'hospitalisation et ensuite l'hospitalisation régulière si jamais ça ne fonctionne pas. D'avoir des corridors d'accès avec les lits était quelque chose qu'on avait réussi à négocier à une époque à Québec où on avait comme un lit qui nous appartenait, on va dire, dans l'hôpital, puis dans lequel on pouvait juste mettre notre patient puis le ressortir quand on avait fini, plutôt que de faire tout le séjour de triage, urgence, machin, transfert dans un autre hôpital, tout ça. Fait que ça avait été une des choses qu'on a réussi à faire quelques années, mais qui, avec les fusions et le CIUS, a disparu, puis qui serait peut-être à retravailler. Les liens avec les organismes communautaires aussi et les difficultés de relais, puisqu'on le vit tous, il n'y a pas de service, il n'y a pas de personnel nulle part, donc les délais d'attente sont compliqués partout. Puis si on veut que l'équipe puisse rouler, bien, il faut absolument qu'il y ait si on veut qu'il y ait des in, il faut qu'il y ait des out. Donc ça reste dans les défis à travailler. Donc voilà où est-ce qu'on en est en termes de développement puis d'idées. Fait que je serais curieuse, ou en tout cas, je suis disponible si vous avez des questions ou tout ça, puis j'espère que ça répond un peu à votre besoin de formation pour aujourd'hui. Oui, en fait, ça se passe super bien. On a été quand même assez chanceux, je dirais, parce qu'il y avait, avant que moi j'arrive en 2021, ça fait quand même plusieurs années que dans le CIUS, ou je dirais que dans l'hôpital, ça se parle, là. Fait qu'il y avait comme quand même je dirais que, d'abord, il y avait une volonté organisationnelle que ça fonctionne. Fait que, disons que dans les 2 dernières années, moi, j'ai eu un super soutien de tout ce qui est administration pour le développement puis toute la préparation de la mise en place de l'équipe, là, ce qui a pris à peu près 2 ans, là, je dirais, de tout comme les outils cliniques, les discussions avec la pharmacie, les locaux, les téléphones, la mobilité. Il y a comme, bon, en tout cas, je peux nommer 1 million d'affaires qu'il y a à préparer comme en amont du démarrage de l'équipe. Ça, j'ai eu vraiment un super bon soutien organisationnel pour ça. Fait que je pense qu'il y avait une volonté organisationnelle, puis je pense que les collègues, notamment Dr Farmer, qui est super impliqué, mais avaient quand même beaucoup déjà parlé de ce projet-là. Fait que les gens, les psychiatres, les professionnels attendaient ça. Fait que lorsqu'on a affiché nos postes, on a été, parce que 10 postes infirmiers, c'est pas évident à combler ces temps-ci. En fait, on en a juste 2 de vacants. Fait qu'on a quand même, j'ai 8 infirmiers actuellement, puis 2 travailleurs sociaux en poste. Fait qu'on a été, je pense, parce c'était comme prêt, les gens attendaient ça. Je pense qu'on a été chanceux dans la dotation. Fait que ça nous permet, puis on a fait 3 semaines de formation, donc les gens sont en poste depuis 3 semaines en fait, mais on a vraiment fait 3 semaines de formation comme intensive, donc où les gens ont comme fait leur formation Oméga, suicide d'action, machin, mais aussi on a fait comme plein de pratiques de cas cliniques, comment on remplit les outils cliniques, comment on s'organise, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là, tout ça, fait que ça permet que hier, j'écoutais notre première réunion multi, puis je me disais, c'est déjà vraiment bien, il y a comme un genre de rodage déjà, puis les gens qui ont choisi de faire ça sont vraiment ultra motivés, puis tout le monde a envie que ça fonctionne, fait que je dirais que l'atmosphère est vraiment bonne. En termes d'horaire, c'est vraiment, c'est ça, là, c'est très éclectique, là, fait qu'il faut être quand même assez flexible, là. Nous, on a choisi de mettre nos bureaux au CLSC pour être justement en dehors de l'hôpital. Fait que ça implique beaucoup d'aller-venue de l'hôpital au CLSC. Puis là, moi, je fais aussi j'ai aussi un demi-CIM en même temps et aussi un demi-SI, là, l'équipe de suivi intensif en expérience, qui est dans un refuge qui n'est pas trop loin du CLSC. Mais donc, ça implique que je peux faire les 3 milieux dans la même journée des fois, là. Fait que il ne faut pas s'attendre à avoir 50 patients par jour. Là. Ça arrive juste pas. Là. Ça prend beaucoup de. C'est ça, je dirais beaucoup de flexibilité. Là. Fait que je suis toujours un peu en train de revoir mon horaire là, dans la journée même. Là. Ça peut être là, finalement, j'ai pas le temps. Fait que je rappelle l'autre, puis là, voilà l'autre, puis finalement, il y aura pas de psychiatre, fait la rencontre, puis moi, je vais le revoir plus tard. Puis c'est ça. Fait que c'est quand même assez. Il faut aimer ça, là. C'est quand même assez fatigant. Je suis pas assis dans un bureau. Là. Puis j'ai pas de bureau d'ailleurs. Je me prenais avec un sac avec toutes mes affaires dedans. Pas pour le moment. Je sais que Olivier Farmer, qui est mon collègue qui est avec moi ici à l'hospice à domicile, lui est à la MPQ, puis ils sont en train de négocier, mais ça va valoir aussi pour les SIM, tout ça, ils sont en train de négocier des tarifs parce que je pense que jusqu'à ce jour, théoriquement, on ne peut même pas facturer les visites qu'on est à domicile.
parce qu'on n'est pas dans un établissement. Mais là, moi et je pense pas mal tous les psychiatres qui font du CIM et qui vont à domicile, on a toujours facturé ça comme si c'était de la clinique externe. Puis c'est un peu la directive que j'avais, quitte à monter ça plus haut si on avait des problèmes avec ça. Mais c'est ça, mais il y a des tarifs qui sont en train d'être négociés spécifiquement pour les visites à domicile en tenant compte du fait que ça prend plus de temps, qu'il y a du déplacement, puis un peu tout ça. Sinon, ben, j'ai expérimenté un peu les deux. Quand j'étais à Québec, j'étais à l'ACT. Là, je suis à la rémunération mixte. Fait que c'est sûr qu'avec la mixte, on est toujours, entre guillemets, un peu protégé en termes au moins, en tout cas, c'est ça, il y a un fond, mais c'est sûr que c'est pas la pratique la plus payante. Là. Entre faire ça puis tourner un étage de 20 patients en 2 heures, ben, c'est ça. Fait que voilà, ça fait ça de façon très transparente, c'est ce que je répondrais. Oui. C'est super intéressant. En fait, ben, merci parce que là, évidemment, moi, je me promène, puis je vais dans différents CIUS, puis tout ça, puis je suis assez impliquée. Fait que j'entends. En tout cas, ben, c'est une partie d'histoire que j'avais pas. Fait que je n'étais pas née dans les années 70. mais c'est ça, cette partie d'histoire, je ne l'ai pas. Fait que je serais curieuse. En tout cas, peut-être qu'à d'autres moments, je vais pouvoir en savoir un petit peu plus sur ce qui se faisait à ce moment-là. Mais tant mieux si ça existait. Oui. Oui, c'est ça. Ben, en fait, je dirais deux choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on se dit, ben là, il y a vraiment beaucoup de personnel pour les patients, puis tout ça, mais ce qui est vraiment intéressant, ben, sur le plan des administrateurs, c'est que ça coûte quand même beaucoup moins cher que des hospitalisations à l'interne parce qu'il y a un très, 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 très gros pourcentage des coûts hospitaliers qui sont pour la literie, la bouffe, le ménage, le préposé, l'agent de sécurité, le ci, le ça, qui sont toutes des choses dont on n'a pas besoin. Puis pour moi, ben, c'est de l'argent bien investi. Je comprends qu'en 1 pour 1, c'est beaucoup, mais c'est parce que c'est tous des soins. On n'est pas on n'est pas dans des affaires. Il n'y a pas 80 qui s'en va dans n'importe quoi qu'on pourrait avoir ailleurs. Fait que je dirais que sur le plan, ça, c'est une réponse très financière, on va dire, mais que même si on est presque en 1 pour 1, on coûte moins cher qu'une hospitalisation régulière. Fait que ça, c'est une des façons de le vendre. Ensuite, je dirais que dans le contexte plus, on va dire ça, c'est pour comment afficher des postes, là, on va dire. Fait que je pense que l'argent, par exemple, qui est déplacé, disons, de la fermeture de certains lits, par exemple, à Québec, qui est replacé là-dedans, permet d'engager beaucoup plus de monde pour le même argent, autrement dit, que ce qu'on aurait à l'interne. Fait que ça. Puis dans le contexte de pénurie de personnel, puis etc., je pense que ce qui a été le plus payant dans les dernières années, c'est vraiment, en fait, tous les gens avec qui j'ai travaillé étaient des gens qui étaient comme investis dans cette mission-là d'hospitalisation à domicile. C'est vraiment une énergie qu'on a eue en équipe, puis qui a permis de recruter vraiment sur la base je dirais, interpersonnel puis de réputation. Puis c'est le fun parce que c'est un peu la même chose. C'est ce que je cherchais à illustrer tout à l'heure quand je disais que le terrain avait comme été préparé ici à Notre-Dame pour ça. Mais tu sais, il y a des gens, il y a une infirmière d'ailleurs qui a pris un poste qui me dit, ben moi, ça fait depuis 2018 qu'on parle de ça. Puis j'ai pas démissionné de Notre-Dame parce que j'attendais ça. Puis là, je viens dans votre équipe. Tu sais, fait que je pense qu'il y a cette culture-là ou la façon de pratiquer, je pense que ça plaît peut-être pas à tout le monde. Il y en a qui ne viendront jamais dans ce genre de pratique-là, mais ceux à qui ça plaît vraiment. Puis ça permet d'attirer des gens, un peu comme dans une entreprise privée, mais je pense que ça permet d'attirer des gens. Puis d'ailleurs, le taux de rétention à Québec était vraiment excellent. C'est l'équipe que j'ai vu le moins bouger dans les dernières années. Puis j'espère la même chose pour l'équipe à Montréal, on verra. Mais je pense qu'il y a quelque chose de passionnant, puis de drivant, puis les gens, je sais pas, se valorisent, aiment leur rôle professionnel, etc. Puis on essaie de cultiver ça aussi, fait que ça permet peut-être une meilleure rétention. Pour l'instant, c'est mes pistes de mes pistes de comment on a réussi jusqu'à maintenant. Ben, en fait, absolument. En fait, au CIUS, à Québec, dans le modèle initial, on n'en avait pas, mais parce que là, on recule il y en avait juste pas quand on a développé le modèle. De 2019, donc c'est très récent. C'est ça, alors que l'équipe date de, disons, plus 2011, là, ça a été fondé. Fait que c'était pas dans le modèle initial. Par contre, au CIUS Centre-Sud, on a affiché un poste IPS. Pour l'équipe. Fait que pour le démarrage, qu'on a décidé de ne pas afficher en mai, qu'on va plutôt afficher à l'automne, là, si je ne me trompe pas, mais on s'est dit que pour le démarrage, on allait peut-être commencer avec les 2 psychiatres, puis d'autant plus que moi, j'avais l'expérience de l'avoir fait à Québec, fait que là, c'était comme facilitant pour l'implantation, mais moi, je pense que l'IPS a tout à fait son rôle à jouer là-dedans. Puis
Puis, à mon sens, là, on est 2 psychiatres mi-temps, mais quand il va y avoir une UPS, on ne sera pas 2 psychiatres mi-temps. Là, on n'aura pas besoin de ça. Là, on va pouvoir comme dîner. Fait que, absolument, moi, je pense que l'UPS a tout à fait son rôle à jouer. Puis, ben là, on verra comment ça se place. Je pense qu'on va faire l'expérience ici, mais à partir de l'automne, on va en avoir une ici à Montréal, au Centre-Sud. Aspects médico-légaux, là, je travaille déjà avec un UPS en itinérance. Là, puis effectivement, ben, je me dis souvent que je ne sers à rien, sauf des fois pour des mesures légales. Là, fait que go, allez-y. Ben, en fait, on a fini notre entente ce matin, fait que ça fait bien qu'on en parle là, mais c'est en fait notre gestionnaire. Je ne suis pas sûre que je comprends la question, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est que notre gestionnaire, c'est tout simplement, on a fait des contacts directement avec comme les responsables du centre de crise pour notre territoire, c'est le transit. Fait qu'on a fait des contacts directement avec les gestionnaires là-bas, leur expliquer notre projet, machin, puis voir s'ils voulaient collaborer, puis eux trouvaient ça vraiment intéressant. Puis je pense qu'eux, ils trouvent leur compte aussi parce que ce qu'on leur disait, c'est peut-être aussi qu'éventuellement, il y a certains patients que vous auriez le goût d'amener à l'urgence, que peut-être on va pouvoir évaluer. Ou, fait que c'est un peu comme ça qu'on l'a placé. Ce que j'ai pas, à Québec, c'était plus une entente informelle dans les dernières années qu'on vient juste de formaliser. Puis là, ce que j'ai pas comme info ici à Montréal, c'est comment le centre de crise, eux, ont décidé de traiter ça? Est-ce qu'ils font un petit dossier à part? Est-ce que là, ce détail-là, malheureusement, là, je ne l'ai pas parce qu'on a fini nos ententes vraiment récemment. Là, je n'étais pas impliquée dans toutes les discussions, mais je dirais que ce partenariat-là, il est quand même important parce que c'est aussi un endroit où des fois, on va pouvoir comme dire, mettons, quelqu'un qui est comme super désorganisé puis qu'on a besoin d'un petit break, bien, ça pourrait être, par exemple, vous allez au centre de crise quelques jours, le kit d'hospitalité à domicile continue au centre de crise, ensuite vous retournez à la maison, on continue à la maison, fait que ça peut être intéressant de les utiliser de cette façon-là. Là.